En 78, le Sporting est rentré dans l'histoire de la Corse. Ah oui, c'était plus que du foot, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ça restera, ce sera pour l'éternité, hein, je pense. Un club corse à ce niveau, avec cette cortitude qui commençait à s'exprimer, pour moi, ça a été un des 4 ou 5 rêves que j'ai réalisés dans ma vie. C'était une équipe soudée, c'était une équipe tous ensemble. Hein. Une équipe de village, c'est simple, voilà. Je souhaite à tous les jeunes footballeurs, à mon âge, de le vivre, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'oublie jamais le 2 ans. Tu n'oublies pas ça. Incroyable, mythique, légendaire. Quand Bastia atteint en mai 1978 la finale de la Coupe de l'UEFA, c'est un coup de tonnerre sur l'Europe du football. Entre septembre et octobre 1977, le Sporting a déjà surpris le continent en battant 2 cadors européens, Lisbonne et Newcastle, avec 2 victoires à l'extérieur inédites dans l'histoire du foot français. Un groupe qui commence à porter les valeurs et la fierté de tout un peuple et qui s'attend à un gros morceau pour les 8e de finale. On est à Newcastle, à l'hôtel, et il y avait un journaliste qui est décédé, malheureusement, un grand spécialiste du football, Victor Sinet, hein, journaliste de l'équipe, qui nous dit, bon, alors maintenant, je vais vous dire un truc, le tirage, n'importe qui, sauf une équipe, Torino. Parce que lui, c'était un pro italien, hein, sauf Torino, le reste, vous pouvez y aller. Hein. Et on tombe contre Torino. Le Torino est une formation historique du championnat d'Italie, encore traumatisée par la tragédie qui a marqué le club le 4 mai 1949. Ce jour-là, l'avion qui ramène l'équipe d'un match à Lisbonne s'écrase sur la colline de Superga. L'équipe est décimée, l'Italie endeuillée. 90% de la squadra azzurra de cette époque était composée de joueurs du Torino. Le club est alors un grand d'Europe. 8 titres de champion d'Italie, 4 coupes nationales et en 1972, il atteint un quart de finale de Coupe d'Europe. Il retrouve petit à petit son niveau de l'avant-guerre. Claudio Sala est alors le capitaine emblématique de cette équipe, emmené par une attaque de feu avec Graziani et Pulici, une équipe qui est une des meilleures d'Italie. Torino aveva molti giocatori nazionali, qui parliamo del 77, teniamo presente che nel 78 in Argentina 6 giocatori di quella squadra erano convocati nella nazionale italiana per i campionati del mondo in Argentina. Une formation qui a remporté un titre de champion en 1976 et qui a échoué d'1 point dans la conquête d'un nouveau Scudetto l'année suivante, face à l'éternel rival local, la Juve. On dit toujours chez nous, tout peut nous arriver, tout n'est jamais pire que le fait d'être supporter de la Juventus. Voilà. La ville industrielle, berceau de Fiat et de la famille Agnelli, accueille donc 2 clubs en rivalité depuis le début du XXe siècle. La Juve, l'équipe la plus titrée du pays, est détestée par le Torino. Les derbys entre les 2 clubs sont toujours bouillants. Mais au milieu des années 70, le Torino était au plus haut niveau, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Ah, c'était la meilleure équipe. Si vous voulez, à l'époque, c'était pas la Juventus, c'était le Torino. Il y avait une rivalité entre clubs turinois, mais c'était le Torino, le Toro, la grande équipe d'Italie. Hein. C'était avec ses internationaux, avec ses résultats, cette ambiance au Stadio Comunale, et c'était quelque chose d'exceptionnel. Le Torino, c'était une montagne. Torino, on pense que c'est le mur. Torino, ça y est, là on est tombé sur les Italiens, sur un grand d'Italie, rompu à ce genre de manifestations. Il est certain que Torino, on se dit, bon ben là ça s'arrête là. Là, l'aventure elle était belle, c'est très bien, c'est formidable, mais ça va s'arrêter là. Pour les journalistes, par exemple, de l'équipe, Torino, c'était impossible de surmonter ce match. Mais nous, dans notre, comment dire, dans notre travail, dans notre idée, dans notre façon de voir les choses, nous sommes nous sommes comme le torero dans l'arène. Voilà, on a pris le taureau par les cornes. Tomber contre les Italiens, ce n'est pas rien. Des voisins que les Corses connaissent bien. L'île a été sous domination génoise pendant plusieurs siècles et les deux langues sont très proches. Une histoire commune d'amour-haine qui donne une portée symbolique supplémentaire à la rencontre. Il faut recontextualiser brièvement la situation. C'est que la Corse, surtout après le fascisme, elle est très réticente vis-à-vis de l'Italie. Mais il faut savoir aussi, et c'est une forme de racisme, que bien avant les épisodes fascistes, je me souviens quand j'étais enfant, les ouvriers italiens qui venaient en masse pour chercher du travail étaient considérés un petit peu comme des sous-citoyens. Bien sûr, l'image des Italiens dans la Corse des années 70 reste très marquée par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, par le racisme anti-italien de la fin du 19e et du milieu du 20e. Donc jouer contre les Italiens, il y avait aussi une sorte de revanche symbolique très forte. Il y a cet aspect des choses qu'on ne peut pas négliger. Arrivés à pied d'œuvre dès lundi soir, ils seront là les Mozzini, Claudio Sala, Graziani, Pulici et autres Castellini qui ont déjà porté le maillot de la Squadra Azzurra. Les Italiens débarquent et on les retrouve chez Walter, l'hôtel qui avait déjà accueilli les équipes de Lisbonne et de Newcastle au tour précédent. Mais cette fois, c'est encore une autre dimension. Ils surveillent tout, ils contrôlent tout, même au point de vue discipline. Les joueurs, c'est habillé d'une certaine façon, on n'a pas le droit de ne pas mettre la cravate, par exemple, ou même à l'hôtel, quand ils descendent de la chambre, il faut une certaine discipline. 2 chefs cuisiniers à la cuisine, 3 personnes du club qui servent, les garçons ils sont là uniquement pour débarrasser. Le jus d'orange fait devant eux. Ce qu'on a fait nous après en France avec Tapi ou avec Paris Saint-Germain maintenant, ou Monaco, ou les grandes équipes qu'il y a maintenant. Sapevamo che la Corsica è favolosa ma per andare in vacanza e in effetti l'abbiamo sperimentato perché poi siamo andati nella Corsica e abbiamo perso. 6 km séparent Bastia du stade Armand Césari à Furiani. Les jours de match déferlent de cette vieille Micheline des centaines de supporters. Entre 3 et 4 000 pour les rencontres de championnat, le double pour la Coupe d'Europe. Un stade tout juste réglementaire avec des tribunes que l'on tente d'améliorer. Et comme pour tous les clubs qui se rendent à Bastia, les Italiens sont surpris par les installations sportives. Quand ils viennent ici, les Italiens ils disent bon, ça c'est le stade d'entraînement, mais le stade olympique où il est. Ils ont vu ça avec tous ces fils barbelés. Arrivai in Corse, quindi bella isola, tutto bello, tranne poi quando siamo andati in campo abbiamo visto un campo che praticamente in quarta serie del campionato italiano non esiste, quindi una tribunetta molto piccola, un campo molto piccolo e quindi abbiamo capito che quella squadra però poteva avere dei valori importanti indipendentemente dal fatto di avere uno stadio non consono a una partita di Coppa UEFA.
Face à un adversaire qui fait désormais figure de favori de la Coupe de l'UEFA, les Bastiais n'ont rien à perdre. Ce sera peut-être là que résidera leur chance. Et puis, ne l'oublions pas, jusqu'à présent, ils sont invaincus en Coupe européenne. Alors, à Bastia, pourquoi pas l'exploit? Nous ne sommes pas les champions d'Europe, nous sommes la petite équipe. Eux sont vice-champions d'Italie et ils sont futurs champions d'Italie. Donc on a un gros morceau, mais on fera le super maximum pour vaincre cette équipe. Le destin du Sporting commence à intéresser vraiment les Bastiais et dépasse le cercle habituel des fans du club. Il y a quelque chose qui frémit, puisque Paul Nathalie, le président, me dit une chose extraordinaire. Il me dit, j'ai même quelques amis qui sont des grands bourgeois bastiais qui ne vont jamais au football et qui m'ont dit, tiens, tu pourras nous envoyer des invitations, on viendra vous voir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre, même vis-à-vis des bourgeois qui ne vont jamais au stade, ils sont en train de prendre une sorte de valeur. C'était la valeur ajoutée qu'il leur fallait sûrement pour les décider d'aller au stade, avec des invitations. L'épopée naissante des Bleus fait se déplacer les supporters de toute l'île. De la Balagne au Cap Corse, du sud au centre, en passant par Ajaccio, le stade devient un point de ralliement. Monter à Bastia avec une 4L, il fallait 3 heures, il fallait traverser tous les villages, Bocognano, Vizzavone, qui ne sont pas les routes de maintenant. Corté, il fallait faire le tour du village avant de sortir. Et pour arriver sur Bastia et tout, il y avait 3 heures. Revenir la nuit avec des voitures qui n'avaient pas un bon éclairage, c'était vraiment une épopée pour les footballeurs, mais pour les supporters aussi, c'est sûr. Bastia bat ses records de recettes à l'occasion de cette compétition. Parmi les supporters, un personnage, M. Petrignani, l'homme orchestre des chœurs bastiais et le plus fidèle des admirateurs. Les joueurs touchent des attaquants terribles. Et les défenseurs? Les défenseurs aussi, mais je compte beaucoup sur les attaquants. Vous êtes là à toutes les rencontres? Toutes les rencontres. Vous parlez au public? Oui. Allez-y. Allez, Bastia! Pour le match aller le 23 novembre 1977, le stade a fait le plein et même plus. Tous les moyens sont bons pour voir ce match événement. Sur le toit de la tribune latérale, sur les nocturnes, on avait des pylônes, comme tu as des pylônes ici, et à tel point que pour la sécurité, les dirigeants ont dû mettre de la graisse sur les pylônes pour pas que les supporters grimpent. Ils arrivaient là-haut, ils étaient noirs, hein, mais ils montaient quand même. Ils arrivaient presque aux lumières. Hein. Les 1500 Italiens qui sont venus ici soutenir leur club ont maintenant sorti des bougies fluorescentes qui ont enflammé l'ambiance de Furiani comme si besoin était. Depuis 1 heure déjà, les cris incessants des supporters corses répondent à ceux des Italiens. On ne s'entend pratiquement plus sur ce stade de Furiani. C'era molto entusiasmo in quell'annata, quindi una squadra che aveva vinto il campionato prima, era arrivata seconda l'anno seguente, chiaramente al seguito del Torino c'erano parecchi tifosi. Lo è sempre stato, il Torino è una fede, il Torino porta dietro tifosi indipendentemente dal fatto di giocare in Serie A, in Serie B e in Serie C. E quindi soprattutto quello è un momento importante. Les Bleus entrent dans un stade en fusion, galvanisé par leur entraîneur. La conférence d'avant-match de Piero Cahuzac a été de dire aux joueurs, vous allez avoir devant vous des joueurs que je n'ai jamais vus, de grande valeur. Alors vous savez ce que vous avez à faire. Stop. Et comment c'est reçu ça? Comment ils sont les joueurs? Ça a été bien reçu pour la bonne et simple raison que quand ils sont rentrés sur le terrain, c'était des lions. Cahuzac, il ne mettait pas l'accent sur ce qu'était Torino, tactiquement, de quelle façon il jouait, les joueurs, qu'est-ce qu'ils représentaient, qui était à surveiller plus qu'un autre, quelle tactique on allait faire. Non, Cahuzac, il oubliait tout ça. Il nous mettait en condition, à nous, en condition physique, comme il fallait pour aborder ce Composition de l'équipe de Bastia. Dans les buts, Marc Veller.
Après les 2 premiers tours de Coupe de l'UEFA, il ne reste que 2 équipes françaises en lice, Lens et Bastia. La télévision ne compte alors que 3 chaînes. Elle décide de retransmettre le match en direct, un événement. Et c'est Pierre Cangioni, le présentateur d'origine corse, qui fait le déplacement. Va donner le coup d'envoi incessamment, voilà qui est fait. Les Turinois jouent en maillot blanc pour les besoins de la télévision, alors que Pulici, une des vedettes du Torino, a touché cette première balle de cette 8e de finale match aller de la Coupe de l'UEFA. Il faut que les gens d'aujourd'hui se rendent compte qu'un match de foot en direct à la télé française, c'était un événement. C'était annoncé 15 jours avant. Les patrons d'usine donnaient souvent congé aux ouvriers. Le soir de match, d'1 heure ou 2 pour qu'ils puissent rentrer voir le match. Ça prenait une dimension. Il n'y avait pas de match de foot en direct, pratiquement pas. Là, on débarque avec les cars, avec les 35 personnes rituelles, on s'installe à côté. Il n'y a pas de tribune de presse, il y a une sorte de poulailler sur le toit. Donc je suis dans le poulailler, sur le toit. 22 minutes de jeu. 0-0 entre Bastia et Torino. Claudio Sala, reprise avec Papi. Attention. Et reprise magnifique de Pulici, le buteur italien. Vous avez vu cette façon de contrôler la balle, de la reprendre a demi-volée. È stato il mio passaggio a Pulici, ma tra noi c'era un'intesa perché ci conoscevamo da tanti anni, quindi io sapevo i suoi movimenti e quindi chiaramente il primo vivevamo anche insieme, quindi praticamente ci mettavamo d'accordo su come fare e cosa fare. E quindi devo dire che insomma ci intendavamo a meraviglia e infatti il primo gol è nato proprio dal mio passaggio a Pulici che è riuscito a sbloccare la partita. Oui, bien sûr, on est mené. Bon, un match dure 90 minutes. Après, ça ne veut rien dire. Hein. On est mené, nous on est là pour jouer, pour gagner le match, il y a un public. Il y avait des buteurs quand même, il y avait Papi, Félix, Rep, c'était pas rien quand même. Donc nous, on avait confiance, on savait qu'on pouvait marquer n'importe quand avec ces joueurs-là. Papi qui préfère laisser, l'arbitre laisse l'avantage pour Larios. Papi, et but Papi, pratiquement tout seul, vous l'avez vu. Et l'arbitre, M. Aldenguer, a très bien laissé jouer, il y avait coup franc pratiquement, mais il a laissé l'avantage à Bastia. Il part du milieu de terrain, puis à peu près aux 20 mètres, il fait une super frappe et on égalise. C'est notre attaque. On a toujours 3 joueurs qui te libèrent le match. Il y avait une force qui se dégageait de cette équipe. Il y avait des bons joueurs, il y avait une force. Il y avait une force qui... Et ça fait que petit à petit, on est revenu dans le match. Mais je pense que le tort de Torino, c'est de nous avoir complètement pris de haut. J'ai souvenir des joueurs, ils ont été surpris déjà par la qualité de cette équipe bastiaise, parce qu'à un moment donné, ils se regardaient et tout. Bon, ils étaient plus sûrs d'eux. Hein. Et puis dans le contexte de Furiani, tout ça. Et puis je suis sûr qu'ils ont dû se dire, bon, on limite la casse à Furiani, et puis bon, là-bas, on va leur en mettre 4 ou 5, et puis ça va être vite fait, quoi. Le Sporting ne se désunit pas, il continue d'attaquer. Le salut va venir de leur vedette hollandaise, Johnny Rep. Il marque un but décisif, une émotion dont il se souvient encore 40 ans après. Oui, oulala, c'est très très fort, parce que le public y était dans tout le stade, mais c'était vraiment super. Et après, nous on les bat. Alors l'entraîneur il dit piccolo stadio, ma che squadra. Il dit un petit stade, mais quelle équipe. Maintenant, on se pose la question, vont-ils pouvoir conserver cet avantage à Torino? Là est toute la question. L'allenatore nostro era sempre inquieto, a maggior ragione quando c'era una sconfitta. Infatti non avevamo metabolizzato quella sconfitta perché pensavamo di poter fare risultato e di ribaltare poi il risultato nel ritorno a Torino. Mentre invece così non è stato, anche se l'avevamo perso 2-1, quindi ci sarebbe bastato l'1-0 in casa. Le seul, disons,
aspect défavorable de ça, hors bien entendu de la possible élimination, de ce qui signifiait, c'était que les supporters de la Juventus se moquaient de nous. Ça, c'était le plus tragique. Des équipes françaises qui ont battu des équipes italiennes dans une compétition internationale, il n'y en avait pas eu. C'est pour ça que je me suis insurgé sur le terme de nos confrères continentaux. Le miracle, bah, ce n'est pas un miracle qu'il y a eu. Il y en a eu 5 ou 6, des miracles. On a prouvé que les matchs qu'on avait gagnés avant, ils n'étaient pas gagnés au hasard. On devenait une équipe solide, avec de bons joueurs, d'un très bon niveau. Voilà, on avait une équipe unie, combattante. Voilà. Et on s'en rendait compte, plus on avançait, plus on avait confiance en nous. Moi, je me souviens contre Torino, je prenais des risques offensifs, je faisais des décalages. Je me disais, mais putain, devant une équipe comme ça, j'arrive à faire des décalages et ils sont dans l'embarras. Et, voilà. Et je profitais de ces choses-là. Les Bastiais s'imposent encore une fois après avoir été menés. La ville fait la fête, les joueurs aussi. Mais la joie est ternie par l'accident de voiture de Fanfan Félix, juste après la rencontre. Après les matchs, on avait l'habitude, pour récupérer plus vite, de prendre un petit somnifère, voilà, léger, un relaxant pour récupérer plus vite, pour que le lendemain on soit plus, qu'on ait bien dormi, qu'on soit sûr d'avoir bien dormi. Et voilà. Mais avec les recommandations, vous prenez ceci qu'après manger, qu'avant de vous coucher. Voilà, c'est tout. Mais Fanfan, je me souviens, il a pris le cachet avant, juste après, dans les vestiaires, juste après, machinalement, comme ça, il n'y a pas pensé. Voilà. Et entre-temps, je pensais rentrer direct, et entre-temps, il y avait Didier Beaune qui recevait quelque chose à Bastia, un trophée. Je suis parti, et malheureusement, en revenant, je me suis endormi en volant. Ça a été mon destin, c'était comme ça. L'entraîneur disait toujours après le match, repos obligatoire. Et Fanfan, ce soir-là, il a transgressé, il a eu ce malencontreux accident. C'est ce qui a drôlement perturbé les relations qu'a eu Félix. Ça a été fini. Ça a été fini. Ça a été fini. Blessé pendant quelques semaines, le joueur ne retrouvera jamais son statut dans l'équipe, ni son brassard de capitaine, aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. Je pense que la punition est dure quand même, parce que si on arrive jusqu'ici, il faut penser que Fanfan aussi était présent avant. Hein. Voilà. « 15 jours plus tard, c'est le match retour à Turin, avec une maigre avance d'un but. Une marée de Corses se rend dans la capitale du Piémont, venue de partout, de l'île, du continent et même d'Amérique. Depuis la Corse, 5 avions, 4 bateaux, 30 autocars rejoignent alors l'Italie. Je vais avoir 17 ans la veille du match. Et donc, ma mère fait un effort financier pour que je puisse partir. Et je suis de Bonifacio, je suis bonifacien. Et donc, je pars avec des adultes qui me prennent sous leur aile, en quelque sorte. Et on vient ici à Porto-Vic, en voiture personnelle, prendre le bus. Et avec ce bus, on part pour Bastia. Et puis, le trajet en bateau, avec les scénarios les plus fous, bien sûr. À Bastia, le port est en ébullition. Une ambiance unique de ferveur et d'espoir en plein hiver. C'était l'apocalypse. Le plafond bas, il pleuvait, le vent, l'horreur. Je ne sais pas combien il y avait, 40, 50 cars, les drapeaux, les supporters habités par la foi. Ils embarquent, contents et tout. Franchis la passe. Et les bateaux de l'époque. C'était 2 bateaux de la Corsica Ferries. En 1978, c'était... C'est vrai qu'il n'y avait pas de quilles, hein, à fond plat. Ça roulait, ça tanguait, bref.
des vagues énormes, le vent, je ne sais pas si c'est force 6 ou 7, bref, ça ne s'arrêtait pas d'être... Ils allaient qu'à Livourne, heureusement. Hein. Et pour aller à Livourne, il a fallu 8 heures. 8 heures au lieu de 6, un des deux bateaux connaîtra même une panne. Bateau, tu te demandes comment il est arrivé à Turin. Hein. Je n'ai jamais vu un bateau comme ça, moi. Les boat people, ce que tu vois maintenant, les réfugiés qui arrivent sur la Sicile, c'est des bateaux prêts à couler, hein, des gens en feu, fumigène partout, on dirait qu'ils brûlent, des drapeaux de tous les côtés, tu te demandes comment le bateau navigue. Et les Corses du continent, eux aussi, se mobilisent. À l'époque, l'île n'a pas encore d'université. Les étudiants supporters s'organisent de Nice ou de Marseille. Et nous voilà partis en expédition, avec bien entendu à l'intérieur tous les produits corses qu'on s'était fait envoyer par nos familles. Et dans la montée de la Turbie, une tempête de neige, une première tempête de neige, et là un quart qui lâche. Alors là, ça commence bien entendu à rouspéter de tous les côtés. Et donc là, on prend du retard. On arrive dans le brouillard à Torino. Les chauffeurs, là aussi, pas de GPS à l'époque, bien entendu. Un peu amateurs peut-être. Ils ne trouvent pas le stadio communal. Et on s'aperçoit qu'on tourne en rond et on entend à la radio le match qui a commencé. Nous, on a eu un problème d'avion. On est parti au dernier moment de Bastia. Et puis ensuite, quand on est parti, on a dû se poser à Nice parce qu'il neigeait justement à Turin. Et donc on nous a fait attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures en nous disant on n'est pas sûr de pouvoir arriver à Turin. Et on a décollé vraiment au dernier moment. D'ailleurs, on se pose à Turin, on arrive au stade, le match il vient de commencer. Parlons des bateaux, vous êtes dans lequel? Alors le nom, je me souviens plus, un bateau jaune. Pas dans lequel, mais il y en a qui ont eu des problèmes, c'est pour ça. Non, le bateau qui arrive à quai. Le bateau qui arrive à quai, on arrive à Torino en fin de matinée. En fin de matinée, donc on se répand en ville, voilà, avec drapeau, etc. Et puis la neige, et puis l'entrée dans ce stadio comunale. Moi, je ne connaissais que... Qu'est-ce que j'avais vu comme stade? J'ai vu Foriani, j'avais vu le stade de Bonifacio, bien sûr, et j'avais vu, une fois ou deux, j'étais allé voir des matchs du tournoi international Espoir à Toulon, le stade de Bonne Rencontre. Donc, c'était pas... Et bon, le stadio comunale, c'était, voilà, cette arène fantastique, avec cette... Ce qui me marque, c'est cette lumière bleutée, avec la neige là autour, et puis cette tribune, on est tous là. C'est-à-dire une tribune, il n'y a que nous, peuple de Corse, et on est chez soi. On se dit que rien ne peut nous arriver, mais vraiment que rien ne peut donc arriver au Sporting ce soir-là. Dans le stade, 10 ou 15 000 Corses. Les chiffres varient selon les sources, mais le résultat dans les tribunes est impressionnant. Quand on rentre, on a l'impression d'être à Bastia, quoi, pratiquement, parce qu'il y avait on voyait que des gens qu'on connaissait partout. On s'est retrouvés au milieu de la marée bleue, quoi. C'était impressionnant, c'est vrai. D'ailleurs, quand j'en parle, j'ai encore les frissons. Dans la marée des supporters, un jeune homme qui deviendra un célèbre gardien insulaire se souvient de cette ambiance unique. Oh là là. Alors là, le déplacement, moi j'étais un gamin, j'avais les 16 ans et je jouais déjà avec les juniors confirmés. Notre coach, c'était un ancien des Paras, Gondolfi. Écoute-moi, je pars avec eux, je suis le petit dans la voiture. On fait la traversée 2 bateaux, un tombe en panne pleine nuit. Et nous, on arrive, on débarque là-bas. Les Italiens, ils étaient à fond contre les Bastiais. Et puis là, on arrive au stade. Un stade extraordinaire. Moi, je regardais ça avec des yeux, mais j'étais au milieu des vrais, des hommes. Et là, un Italien arrache l'écharpe de Gondolfi. Putain, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Ça craignait un peu avant le match. Et lui disparaît. On le voit monter des marches. Il y en avait 200, 300 pour arriver en haut. Et puis là, ça commence, ça part des coups de poing. Tu vois des Italiens tomber. Tout ça pour récupérer l'écharpe de Bastia. Les joueurs, arrivés quelques jours plus tôt, ne se doutent alors pas de ce qui se passe dans le stade. L'entrée dans l'arène va les marquer à jamais. Il y avait un tunnel et pour rentrer dans le stade, on montait un escalier. C'est un peu comme à Bordeaux. On sort, on arrive sur la pelouse comme ça. Et comme j'étais capitaine, donc le premier à sortir, je me retrouve en haut, les autres ils étaient toujours en bas.
je regarde tout autour du stade, tout bleu et blanc, le stade bleu et blanc. Ah, il m'est venu un frisson, personnel. Je me suis retourné, j'ai dit, Osidi, livrez-moi Casa Nostra. On joue chez nous. Quand on voit cette grande tribune avec les drapeaux bleus et blancs, les drapeaux corses, on sent une force. On sent une force extraordinaire. Vous y attendiez pas? Vous étiez au courant? On s'y attendait pas, non. Moi, je savais qu'il y avait des supporters, mais le stade bleu et blanc, ça, c'est la plus belle image qu'on puisse avoir sur l'épopée. 15 000 Corses, dans la neige. Ils ne s'y attendaient pas, bien sûr qu'ils ne s'y attendaient pas. Même les journalistes italiens ne s'y attendaient pas. Sur le banc de touche, un jeune débutant, gardien remplaçant, assiste à ce spectacle unique. On aurait dit qu'on était chez nous. C'était impressionnant. Puis en plus, bon, avec les Italiens, vous savez un peu comment ça se passe. Hein. On faisait le tiens et répondre, comme on dit, comme on se comprend, je dirais, entre l'Italien et le Corse. Les tribus se parlaient entre elles, c'était impressionnant. Hein. Et vous découvrez ici les bannières corses à la tête de mort. En réalité, c'est la tribune qui a été allouée aux supporters corses. Franchement, je suis resté un quart d'heure, le premier quart d'heure du match, à regarder les joueurs d'en face et de me demander qu'est-ce que je faisais là. Je joue contre des grands joueurs, tout ça. Et à un moment donné, il y a le banc de touche, c'était M. Cahuzac qui commençait à dire « Mais tu vas t'y mettre un petit peu, oui », parce que j'étais comme dans un rêve. Pulici, contré par Orlanducci. Et il y avait faute, a décidé M. Thomas. Un match qui cette fois n'est pas diffusé en direct à la télé, mais en différé. Une journée bien particulière pour le commentateur. À cause des conditions météo, il n'a pas pu rejoindre le stade. Il commente alors le match depuis Paris. Interception Mastiel. Johnny Rep a raté ce ballon. J'étais dans une petite cabine à côté de la speakerine. J'avais un tout petit récepteur qui fonctionnait très mal. J'étais tout seul. Je connaissais le résultat. Alors, il ne fallait pas que je m'enthousiasme trop parce que je risquais de vendre le résultat. J'étais content intérieurement, mais il ne fallait pas que je le montre trop, ainsi de suite. C'était une vraie pénitence. Pesci, qui se retrouve très souvent en position d'allié gauche. Les Italiens veulent venger l'affront du match aller, d'autant qu'ils viennent de perdre en championnat le week-end précédent. Mais ce sont les Corses qui vont créer l'exploit au milieu de la première mi-temps. Petit pont réussi par De Zerbi, à quel culot. Papi. La Cuesta pour Johnny Rep sur l'aile. Rep qui va peut-être pouvoir déborder, préfère revenir. La Cuesta en arrière, Larios, reprise de volée, but. 18e minute de jeu. Bastia ouvre la marque à Torino. Ah mais c'est un but extraordinaire. Hein. Quand on le revoit, des fois on revoit des images. Je suis sûr qu'aujourd'hui un but comme ça, on le montrerait, il ferait le tour du monde. Hein. Ah ouais. Écoute, j'ai jamais vu un but comme ça. Il y a Cuesta qui reçoit un ballon sur la droite. Il donne en retrait sur Larios. Larios, il fait une reprise de volée. Il plante un but extraordinaire. Et le stade explose. Cette reprise de volée, on l'a toujours en mémoire. Hein. C'est extraordinaire. Même les Italiens n'en revenaient pas. Il a fait le générique d'une émission, je crois, de télé. Ouais, il a été magnifique, ouais, collectivement, ça a été joli, ouais, techniquement aussi. Très vite, les Italiens réagissent. Un partout à la mi-temps, les Corses sont encore qualifiés, mais le match reste tendu. Et finalement, c'est un buteur inattendu qui va faire la différence en seconde période. Né au Maroc, Crimo est au club depuis 3 ans. Il n'a joué que quelques matchs et ce soir-là, il remplace Fanfan Félix blessé. Un tournant décisif dans sa carrière. Cahuzac m'a dit Crimo, c'est la vie. Il ne peut pas jouer, tu vas y aller. Sincèrement, 2 jours avant, 3 jours avant, dire tu vas jouer une quart de finale de Coupe d'Europe avec les Torino. Moi, je dis c'est peut-être voilà, c'est l'heure. Dieu me donne l'heure. C'est ça la croyance d'un joueur de football en étant quand même musulman. C'est vrai de dire voilà, voilà, c'est une chance. Il ne faut pas la rater.
Mais moi, je suis parti en sachant comment je vais faire à la neige, comment je vais jouer à la neige. Je ne connais pas la neige, moi. Moi, la neige, je suis de Casa, la neige, je ne la touche pas. Comme je ne connaissais pas la neige, les joueurs, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans la neige carrément, me disent, voilà, tu es là, tu as... C'était une ambiance à part. Hein. Le jeu va être relancé. L'autre Salah, Claudio, centre, Pulici prolonge. Graziani à bout portant, but. Deuxième minute de jeu dans la deuxième mi-temps. Les deux équipes sont à égalité. Rep le joue. Attention, Caz, le gardien est sorti, Crimo. But de Crimo. 5e minute de jeu en deuxième mi-temps. Il y a une pressing sur nous. C'était très difficile, hein, très difficile. Et j'ai la chance que Caz il monte sur le côté, il lève un balima sur le côté, il centre un petit pichenette et moi j'arrive plat du pied et je marque le but. Ça y est. Il y a un souvenir qui me reste, c'est la chevauchée de Crimo qui va marquer le 3e but. Ça, je le vois comme si c'était hier. Là, on rentre dans l'épopée, on n'est plus dans le match. Cette course et ce tir incroyable. Salah. Balle tournée par Landucci, reprise de volée. Oh, terrible. Graziani avait repris de volée et Veller encore était là. Oh, que l'on souffle du côté de Bastia. Papi. Balle loin devant pour Crimo, il n'y a pas hors-jeu, la balle vient de son camp. Crimo tout seul devant Terraneo et but. 20e minute de jeu. Crimo qui inscrit son deuxième but personnel et le 3e pour Bastia. Et l'émotion, elle est énorme. 10 000 personnes qui vont avec toi en bateau, en voiture, en tout, en avion, et de le voir sur le terrain, t'encourager et marquer 2 buts, c'est le rêve, c'est le déclic quoi, pour moi. Hein. C'est ma carrière qui commence là. Quand je vois partir Crimo, parce que moi je le connaissais très très bien, on est arrivés ensemble au club, c'était quelqu'un au niveau technique qui avait le niveau, vraiment le très très haut niveau. Et quand je l'ai vu partir devant le but comme ça, c'était sa spécialité de mettre toujours le ballon du plat du pied. J'étais sûr qu'il allait marquer, mais sûr à 100%. J'arrive, j'ai pris mon temps et tout, regardez, le gardien sort, arrive et tout, moi je fais le jet, je mets plat du pied et comme c'est ma devise de faire le plat du pied, je mets un plat du pied en feintant un petit peu. Mais sincèrement, les 30 secondes ou les minutes, pour moi, il est important. C'est le plus long 30 mètres ou 40 mètres de ma vie parce que comment je vais faire? Si je rate le but, comment on va faire? 10 000 personnes, ils vont être déçus. Ma carrière, tout ça. Et sincèrement, comme j'ai dit, grâce à Dieu, 3-2 et je me mets à genoux pour dire merci bon Dieu, merci mes parents et la Corse, parce que là, c'est la Corse. Tout le monde est là, la fête. C'est ce moment-là qui restera gravé dans ma tête de l'épopée, quoi. Ce moment-là, ce but de Crimo en contre, le 3-2, quand il fait 80 mètres tout seul. Moi j'avais des crampes, je cours, je me jette des choses irréelles maintenant quand j'y pense. Et je me souviens toujours, il avait les gants rouges, et il se met à genoux, il commençait à faire comme ça, il faisait comme ça, c'était impressionnant. C'était la folie, c'était. Hein. Et vous sortez du banc? Ah ouais, là, tout le monde a explosé, c'était impressionnant. Hein. Bah, les gants rouges, sincèrement, c'est clair, à la mi-temps, ça y est, j'avais les mains gelées. J'avais les mains vraiment mortes. Je ne sais pas ce que c'est gelé. Je dis, mais comment je fais? Dites-moi comment il faut faire pour que je puisse... Parce que c'est un souci aussi, ça. Et je vois Claude avec des gants rouges dans le vestiaire, assis, bien sûr. Je dis, Claude, s'il te plaît, donne-moi les gants. Parce que toi, tu peux supporter, moi. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, Crime, tiens, les gants. Il me les a donnés. C'est un Claude Papy, c'est un grand monsieur. Les Bastia tiendront bon jusqu'au bout. Et quelle joie. Regardez Veller, un des héros du match. Marchioni, Rep qui arrive derrière, saluant les 10 000 Corses debout dans les tribunes. Dans le stade, les journalistes eux-mêmes ont du mal à retenir leurs émotions. Moi, j'étais debout en hurlant, ils l'ont fait. Et j'étais, pour tout vous dire, tellement dans mon match qu'à la fin, je ne pouvais plus parler et que c'est ce formidable Victor Siné, mon grand copain, Corse parmi les Corses, auquel j'ai passé le micro, et c'est lui qui a fini le reportage pratiquement en langue corse. Là, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus, j'avais craqué. À Turin, j'y suis pas, mais j'ai suivi à la radio, bien sûr, pour pousser aussi un peu.
Et j'attends. Et je prie qu'on se qualifie parce qu'en étant blessé, en ayant comment dirais-je, ce poids sur moi, parce que je dis, bon, si j'ai pas cet accident, je suis dans le groupe, je peux participer avec eux. Mais là, j'avais peur qu'on ne passe pas et que j'en porte la responsabilité. Et ça, c'était dur. Et après, j'étais soulagé, mais alors d'une force incroyable. À l'époque, on était bien accueillis dans les vestiaires, ce qui n'est plus le cas maintenant. On rentrait dans les vestiaires, on partageait le bonheur des joueurs, ils étaient tous disponibles pour répondre aux interviews. Maintenant, malheureusement, c'est plus ça. Mais il y avait une espèce de bonheur extraordinaire qui émanait de cette équipe, qui avait du mal à réaliser. Et même un garçon comme Pierre Cahuzac, qui n'était pas vraiment un joyeux luron, qui était très dur avec ses joueurs, même lui, il me semble bien, pleurait. Molta tristezza e quindi molta delusione perché pensavamo di passare il turno, quindi tante volte magari è meglio incontrare una squadra con un grosso blasone che una squadra senza grandi blasoni che però riesce a fare poi la sorpresa. Après cette victoire, les Bastiais se qualifient pour les quarts de finale, avec le soutien de leur 12e homme, l'incroyable public corse, mais aussi ce soir-là, avec un allié un peu plus inattendu. Lorsque le Sporting marque le 3e but, immédiatement on se met à scander Juve, Juve, Juve. Et à la fin du match d'ailleurs, des supporters de la Juve viennent dans les tribunes pour qu'on échange les drapeaux corses contre les drapeaux de la Juve. Et ainsi j'avais donné mon drapeau contre un fanion de la Juve. Chez nous, on ne considère pas l'autre équipe comme équipe de la ville, à protéger quand même au moins au niveau des rencontres internationales. Non, non, c'est l'ennemi principal. Alors nous aussi, nous allons voir la Juventus à la siffler en espérant que l'adversaire gagne, etc. On était dans un restaurant après le match, où en sortant, on a demandé combien on devait payer, et on nous a dit non, non, tout est pagato, vous êtes invités, parce que c'était le siège de la Juventus. À Torino, oui. Hein. Le retour, il a été... D'abord, quand on est sorti, quelques incidents mineurs, même avec des carabinières qui... bon, pas trop avec les supporters, mais un peu surtout, mais surtout une masse de Corses à l'extérieur de ce stade, des gens de tous les villages, on s'est interpellés, on était... Bon, c'était inouï. Et là, on est parti, on a même fait un peu, même, je le dis aujourd'hui, il y a prescription. On s'est arrêté, je ne sais plus sur quelle station essence. Et comme on était des fauchés, qu'est-ce qu'on a fait? On a fauché. Hein. Un peu de coca, de l'eau, bon, on n'a pas fauché la caisse. Hein. Mais enfin, on essayait dans les poches de mettre un peu de chocolat. Donc c'était une rentrée, des héros qui rentraient. Le lendemain à Bastia, pour le retour des bateaux de supporters, l'ambiance est à l'euphorie. Un jeune joueur récemment recruté à Rennes au poste de gardien observe cela avec étonnement. Il deviendra le portier titulaire de la suite de l'épopée. J'arrivais de Bretagne où chez nous c'est quand même différent, je veux dire, même dans les victoires. Et là, tout le monde était dehors, ça chantait les drapeaux, les coups de fusil de partout. C'était vraiment... ça marque dans une vie. C'était super. Quand on regarde le Torino, il y avait tous les gens qui attendaient, parce que moi je suis arrivé avant, tous les gens qui attendaient, tout Bastia attendait là. Hein.
attendait les arrivées des bateaux. Hein. Alors, les bateaux bombes agricoles, on aurait dit que Bastia, c'était grandiose. Moi, je suis rentré dans la nuit et j'étais au lycée. Le lycée est en face du port de Bastia. Et je voyais ces bateaux arriver avec les drapeaux corses, bleus et blancs, l'ambiance. C'était vraiment... ça donne la chair de poule. L'après-midi, vers 5 h, on était monté sur la place et les bateaux d'Italie qui arrivaient tout en bleu avec des machins, c'était impressionnant. Hein. C'était tout bleu, les bateaux, et puis ils klaxonnaient comme bon. C'était impressionnant. Incroyable. Les gens, ils vous disaient quoi? Mais les gens, bon, déjà, il y avait déjà de battre une équipe italienne, parce que bon, le football italien à l'époque, c'était quand même une référence. Donc battre Torino en plus chez eux, mais bon, c'était, on était devenus des dieux, quoi. Moi j'habitais à Mio, moi à Bastia, les gens tapaient à la porte, venaient nous voir, bravo, les cafés, vous savez, les Corses, c'est comme ça. Hein. On t'aime, voilà, on t'aime, tu es là pour eux, c'est comme si tu es un enfant du pays. Cet engouement qu'on a connu à Torino, moi je n'ai pas de souvenir de l'avoir vécu ailleurs. Non, non, c'était vraiment quelque chose, je vous dis, ça vous donnait envie de pleurer. Hein. C'était vraiment quelque chose d'humain. Et surtout, je pense que c'est quand même l'exploit le plus retentissant qu'a fait Bastia. Ouais. Moi, je pense que c'est la plus belle. Je pense que c'est la plus belle. Pour des raisons, je ne sais pas trop, mais quand on en parle avec les confrères, tu n'étais pas à Torino, oui tu étais ou tu n'y étais pas. Pour nous, Torino, c'est le plus beau déplacement. Hier, en l'hôtel de ville de Bastia, réception des héros de la Coupe d'Europe. Maître Jean Zuccarelli, le député maire, a rendu hommage aux footballeurs bastiais. Personne ne peut vous résister, car vous avez la foi qui soulève les montagnes et qui culbute les Gaules. Crimo, la révélation de Turin, et Rep, habitué aux fastes des coupes européennes, étaient là, bien sûr, tout comme Pierre Cahuzac, l'entraîneur, et Jules Philippi, le directeur sportif. Pierre Cahuzac était très ému lorsqu'il a reçu après l'accolade la médaille de la ville de Bastia. Les Bastiais sont donc les derniers représentants français en Coupe d'Europe puisque Lens a été éliminé. Victoire ici sur Torino 2-1, première victoire d'un club français face à un club italien, mais là, s'imposer à Turin, là vraiment, je dirais qu'on a franchi les limites de notre petite île et vraiment, cette victoire, l'exploit. Là vraiment, il éclabousse la France du sport et même l'Europe, parce que là vraiment, c'est un gros coup. Hein. En plus, on ne gagne pas 1-0 par un but de Racro, on gagne 3-2, on marque 3 buts. Il faut le faire. Là, on commence à se dire, on n'est peut-être pas très très bon, mais en tout cas, on est unis. Et puis là, il y a la fibre corse qui commence à vibrer. Voilà. Là, je crois que là, on commence, surtout vis-à-vis des Italiens, bon, avec lesquels il y a une parenté, même passif aussi, qui date de la guerre. Donc, je veux dire que ça prend une dimension énorme. On a senti monter une fierté insulaire et très importante. Il y a un sentiment d'abord de fantastique de victoire, mais il y a un sentiment de revanche extraordinaire. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, reviennent en tête, à l'époque, bon, avec l'analyse a posteriori bien sûr, mais reviennent en tête tous les éléments du victimisme. Et donc là, c'est la preuve vraiment, s'il en fallait encore une, que le football corse est bien le meilleur et qu'il sait produire le meilleur. Et avec le recul, ce qui est aussi intéressant, c'est une équipe qui finalement anticipe ce qu'on appellera plus tard finalement la communauté de destin. C'est-à-dire qu'on a des Corses, on a des continentaux et on a des étrangers. Et cet ensemble-là forme l'équipe du Sporting. Et c'est tous les Corses qui se reconnaissent à travers cette équipe, qui est un amalgame finalement. Et là, il y a un symbole très très fort, bien sûr. Oui, quelque part, on représentait la Corse. La Corse, c'est le drapeau blanc à tête de mauve. C'est l'histoire. C'est notre drapeau. Voilà, donc tout le monde se retrouvait dans l'équipe de Bastia.
L'île tout entière devient supportrice du Sporting et question ambiance, Ajaccio n'a rien à envier à Bastia. Ah oui, là, quand Ajaccio commence à avoir une grosse ferveur. D'ailleurs, après chaque match, il y a des farandoles immenses dans toute la ville d'Ajaccio, dans toute la Corse, Les voitures avec les drapeaux corses dans toute la ville pendant des heures, ça klaxonne, ça fait la fête dans toute la ville. Les bars sont pleins. J'avais l'impression d'être à Bastia à un moment donné. Hein. Ah oui, c'était... Les images que j'ai, le souvenir que j'ai des images d'Ajaccio, c'est que tu as l'impression que tu es à Bastia, quoi, parce qu'il y a du monde. Oui, c'est-à-dire que le Sporting Club de Bastia est devenu un peu à l'époque le Sporting Club de la Corse. C'est devenu l'équipe nationale. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de gens maintenant qui sont pour le Sporting. Cette épopée-là a voulu qu'il y ait encore des jeunes qui s'accrochent, qui s'attachent, qui sont encore du Sporting. À l'heure actuelle, il y a encore des minots qui montent d'Ajaccio voir les matchs du Sporting. En cet hiver 1977, le club vient de marquer l'histoire du football insulaire. Il porte alors un espoir de victoire et de prouesse à venir. Mais les Corses devront attendre le mois de mars 1978 pour vibrer encore avec un nouvel exploit retentissant. Je fais un gris-gris ou... Ouais, si vous voulez. Oh, mais je marque, moi.